Baby boom au lycée du Nord-Grande-Terre de Port-Louis. Chaque année, près de 10 grossesses précoces sont enregistrées au sein de l'établissement. Les équipes pédagogiques ont décidé de réagir pour limiter ce phénomène. En débrayage depuis hier pour dénoncer un manque de matériel, le personnel du bloc opératoire du CHU a été reçu ce midi par le directeur de l'établissement hospitalier. Une ébauche de solution semble être en cours d'élaboration. Et le vélodrome de Gourdeliane transformé, l'immense chantier de la ville de Bemao est entré dans sa dernière phase pour accueillir le premier tour de la Coupe Davis. Les étapes de cette métamorphose avec Yvan Lemar. Un siècle de bonheur et de saveur. L'Association des cuisinières de la Guadeloupe fête son 100e anniversaire. Un événement qui s'annonce coloré et festif. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce jeudi 18 février. Le nombre de grossesses précoces ne cesse d'augmenter ces dernières années au lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis. Près d'une dizaine de jeunes filles deviennent mères avant leur majorité. Face à cette situation alarmante, les équipes pédagogiques multiplient les actions de sensibilisation. La maternité inconsciente, un reportage d'Isabelle Hameau. Allier études et maternité, le choix de certaines jeunes filles dans cet établissement scolaire de Port-Louis. Ici, 10 grossesses sont comptabilisées, un cas préoccupant pour le chef d'établissement, mais pas isolé. Nous sommes un des plus gros lycées de la Guadeloupe, d'accord ? Donc nous avons 1100 élèves, nous avons des élèves qui ont de 16 à 25 ans et nous avons 3/4 de filles. Donc actuellement, nous avons une dizaine de grossesses. De jeunes femmes donc qui sont aussi qui font du choix. Alors après peut-être donner un sens à leur vie, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est pas monstrueux, d'accord, puisque dans tous les établissements scolaires on a à peu près le même taux de grossesse précoce. Par contre, c'est préoccupant parce que nous estimons qu'avoir un enfant alors qu'on fait des études, c'est quand même un handicap majeur. Donc des campagnes sont menées depuis l'ouverture du lycée en 2009. Pour prévenir les grossesses précoces dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, également avec l'infirmière. La saison du carnaval, une période propice pour sensibiliser les jeunes aux risques sexuels. C'était l'idée de 3 classes de terminale, accompagnement, soins, services à la personne, qui se sont penchées sur le problème des grossesses précoces. Elles ont organisé une journée d'information pour mieux marquer les esprits à travers des stands, mais surtout des exposés très explicites. L'idée a été de faire des manifestations permettant de sensibiliser les élèves afin de marquer la journée du sida et afin de lutter contre les IST, les MST et tout ce qui est la grossesse précoce, qui est en ce moment très en vigueur dans le lycée. Cette manifestation-là, elle a été très importante parce que surtout nous les filles, on est concernées par les grossesses précoces et le sida. Donc bon, je pense qu'après, en tant que filles, les filles qui ont participé au nœud ont compris le message. Mais en fait, on pense surtout aux grossesses, mais il n'y a pas que les grossesses en fait. Il y a le sida qui est une cause majeure. Des préventions régulières en cours d'année, la prochaine prévue le 18 mars prochain, quelques mois avant les épreuves du baccalauréat, période d'accouchement aussi pour ces jeunes mères prématurées. Leur coup de gueule pourrait porter ses fruits. Les infirmiers du bloc opératoire du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme étaient en débrayage depuis hier pour dénoncer un manque de matériel. Toutes les interventions, sauf les plus urgentes, avaient été annulées. Ils ont été reçus ce midi par le responsable du centre hospitalier. Le reportage de Nathalie Dinane et de Patrick Curie. Le directeur du CHU, Jean-Claude Pozzo-di-Borgo, a réuni le personnel, les médecins, les pharmaciens et les cadres de soins afin de trouver des solutions rapides aux nombreux problèmes qui paralysent le travail au bloc opératoire. Nous mettons au point des réunions que nous avons à faire pour consolider les décisions que nous prenons ces jours-là, parce que nous continuons effectivement à réfléchir pour nous savoir qui genre nous qui améliorer fonctionnement à distribution, à ce qui est médicaments, à ce qui est matériel, à ce qui est le papier WC ou papier surtout, arriver en service sans que le personnel là ni à faire en grève pour ça. Des problèmes de fourniture et de matériel, conséquences probables du déficit du CHU. En attendant, les discussions ont été bénéfiques. La volonté de faire et de bien faire a triomphé. Dans le bloc opératoire, il n'est pas question de faire des nippons en difficulté quelconque.
qui permettent que personnel là ni du mal à faire ce qu'il a à faire. L'objectif en nous, c'est faire en sorte que conditions de travail à personnel là améliorer y bon pour yo en dans tête à yo bien en tête à yo bien physiquement pour prendre en charge pleinement malade qui viennent dans l'hôpital là. Et en cas de malade à l'hôpital là, continuez à faire nous confiance parce qu'en l'hôpital là, non personnel qui malgré a porté manœuvre pour yo sortir du bout dans l'hôpital là. Le personnel reste vigilant et le directeur à l'écoute. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des éleveurs, mobilisés dès 5 h du matin devant la Chambre d'agriculture à Bemao. Ils réclament le paiement de la prime de sécheresse 2015. Elle concerne près de 760 agriculteurs. On écoute l'un d'entre eux, Charlie Saint-Garin, et le directeur adjoint de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, face à la caméra de Loïs Ignace. On a subi une sécheresse depuis le mois de mai. Et maintenant, normalement, on devait nous donner une prime de vache allaitante au mois de décembre. On a attendu à décembre, janvier, février, maintenant on nous dit dans un mois. Alors, on était déjà endettés depuis pour la sécheresse. Alors, on ne peut plus attendre, c'est pour ça qu'on a décidé de bloquer ce matin. On nous a entendu, oui, ça c'est sûr. Mais les promesses qu'on nous a faites, ça c'est quoi au Père Noël? C'est le moment venu, lundi, on saura vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Le représentant de la DAF, ils nous ont dit dans un mois, mais là, je pense pas, et on ne peut pas tenir. Là, on a ajourné jusqu'à lundi, le temps qu'il aille chercher des renseignements en métropole, et lundi, on a rendez-vous lundi à 11 h à Dotémao. Et de là, si on n'a pas de solution, je pense que ça va péter, vraiment. Vous avez vu ce qui se passe en métropole? Ah ben je pense qu'essayer de multiplier par 2, ce sera le pire. En Guadeloupe, ce dispositif concerne 1800 éleveurs qui ont effectué une demande d'aide en 2015. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ces éleveurs a déjà perçu donc, le montant prévu de cette aide qui est versé au mois de décembre. Voilà, donc il reste effectivement à peu près 700 éleveurs qui, pour différentes raisons, n'ont pas eu ce versement à ce jour, qui doit intervenir en principe début janvier. Donc, la première raison, c'est qu'effectivement, il va y avoir des dépôts tardifs. En principe, l'aide doit être déposée avant le 15 mai de l'année 2015. Soit ils ont fait l'objet de contrôles pour vérifier que la demande d'aide était justifiée. Et donc ce deuxième lot, en fait, fait l'objet d'un retard sur le versement qui devrait désormais intervenir assez rapidement. L'agence de services et de paiement au niveau national nous a confirmé que le paiement interviendrait au plus tard, désormais le 18 mars prochain. Donc c'est la garantie qu'ils nous ont donnée. On va essayer de faire en sorte, puisque cette réponse ne satisfaisait pas forcément totalement les éleveurs présents aujourd'hui, de faire en sorte que cette date puisse être rapprochée le plus tôt possible, éventuellement début mars, voire même fin février. En Guyane, les carcasses de voitures sont dans le viseur des autorités dans le cadre de la lutte contre le moustique, vecteur du Zika. Une action a été menée ce matin dans le quartier Césaire à Cayenne. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. D'un coup de grappin, un repère de moustiques est démantelé. Stationnés dans les rues du quartier Césaire, une quinzaine de véhicules hors d'usage sont emportés dans ce camion. Une action qui s'étendra ces 2 prochaines semaines sur les communes du littoral. On a dressé en cartographie les secteurs les plus sensibles. On est dans une action de prévention, donc il n'est pas question de balayer toute la Guyane. De toute façon, nous n'avons évidemment pas les moyens en tout cas. Oui, l'étude des communes de l'intérieur, en liaison avec les différents responsables, ça viendra évidemment. Ici, à la cité Césaire, les habitants attendaient cette intervention avec impatience. En décembre dernier, une trentaine d'entre eux a signé une pétition pour l'enlèvement de ces carcasses. Car en plus d'être des gîtes larvaires, elles posaient un problème de sécurité. Il y avait les drogués qui venaient dedans et ça, c'était pas sécurisant pour nous, quoi. Des carcasses comme ça sur la voie publique, bien sûr. Il y a les enfants qui jouent, ils sont toujours là à jouer. C'était vraiment pas sécurisant pour eux, quoi. Combiné à l'enlèvement des potentiels gîtes larvaires, la prévention, un message résumé sur des flyers et une sensibilisation transmise par des techniciens. Valérian Gratin, ingénieur d'études sanitaires, fait partie de l'équipe de maraude.
Nous faisions de la prévention, promotion de la santé autour du virus Zika, expliquer exactement ce que sont les symptômes du Zika afin que les personnes puissent consulter au plus rapidement le médecin s'ils ont les symptômes. Rappeler l'importance de la lutte contre les larves de moustiques. Le moustique pond dans l'eau, se développe chez les gens et une fois qu'il naît, qu'il devient adulte, il pique les gens et dans d'environ de 150 mètres. Une fois le message transmis, la responsabilité est à la charge de l'habitant. Pour sa santé et celle des autres, il doit veiller à détruire les points d'eau stagnantes, appliquer des répulsifs cutanés achetés en pharmacie et dormir sous une moustiquaire. Dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, les étudiants ingénieurs de l'Université des Antilles, en collaboration avec le collectif Jeunesse Guadeloupe, ont organisé un After COP 21 sur le campus de Fouillol aujourd'hui. Bilan de leurs échanges et réflexions avec Karen Diamin. Car recycler des bouteilles en verre implique de les chauffer à 1500 degrés pour pouvoir les fondre et ainsi fabriquer de nouvelles bouteilles. Intéresser la population aux répercussions de la COP 21 sur l'archipel guadeloupéen est l'objectif que s'est fixé l'Association des étudiants ingénieurs de Guadeloupe. À l'heure actuelle, la COP 21 a acté sur certaines décisions et nous, en tant qu'association, on veut sensibiliser les plus jeunes sur le réchauffement climatique et leur permettre d'adopter une démarche éco-citoyenne. Dès le plus jeune âge, c'est pas évident en tant qu'association de tout de suite mettre en place des solutions, mais par contre essayer de tisser un réseau avec les partenaires présents sur le territoire et grâce à eux, grâce à nous, plus tard monter des structures, des entreprises qui iront dans le sens des décisions qui ont été prises. Mais en préambule de ces mises en place, des discussions et échanges sont nécessaires. Nous avons mis en place des animations, des ateliers scientifiques pour parler de cette manifestation. Et donc nous avons projeté des vidéos explicatives des enjeux de la COP 21. Et nous, en tant qu'élèves ingénieurs, nous lançons un peu le débat sur ce projet. Effectivement, le but, c'est de montrer que les élèves ingénieurs sont là, c'est-à-dire qu'ils peuvent répondre aux enjeux de demain pour pouvoir répondre aux défis techniques et technologiques qui attendent la population de la Guadeloupe, notamment la transition énergétique qui est très importante. On doit passer à plus de 50% d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie. Donc voilà, donc nous sommes en fait là pour montrer que nous pouvons apporter des solutions à la Guadeloupe et mettre en avant les jeunes dans ce processus de la COP 21. Et pour accompagner ces étudiants dans leur démarche éco-citoyenne, de nombreux partenaires se sont greffés au projet. À travers toute cette démarche, le fait d'avoir des étudiants qui s'intéressent à cette cause, ça veut dire que le territoire, la Guadeloupe est en train de prendre ce chemin vers cette nouvelle économie. Et donc ce n'est qu'en mettant en place ces partenariats étroits et associatifs que nous pourrons aller plus loin. Donc notre rôle, bien évidemment, c'est de mettre en place des démarches, interactives, des multipartenariales, rassembler les acteurs, parce que l'économie circulaire, ça concerne les administrations qui touchent à l'économie, ça peut être la DIEC, d'autres acteurs, ça concerne aussi les entreprises et ça concerne les collectivités. Donc comment aller plus loin? C'est bien évidemment en faisant cette pédagogie et en mettant en place une vraie gouvernance. Et le meilleur vecteur, c'est vraiment la jeunesse pour mailler le territoire sur cette nouvelle façon d'appréhender le développement durable à travers l'économie circulaire. Aller plus loin, c'est là aussi l'objectif de l'association qui ira prochainement à la rencontre de jeunes lycéens et collégiens. À l'occasion de la deuxième journée du forum post-bac, le lycée de Pointe-Noire a ouvert ses portes à plus de 200 élèves ce matin. L'opportunité pour beaucoup d'entre eux de découvrir le BTS audiovisuel qui semble séduire de plus en plus de futurs étudiants. Loïs Ignace. Le lycée de Pointe-Noire accueillait le forum post-bac, l'occasion pour l'établissement de mettre en avant le BTS des métiers de l'audiovisuel, en place depuis 3 ans maintenant. 2000 lycéens ont fait le déplacement et certains ont pu assister à l'enregistrement d'une émission en direct. Caroline, étudiante au lycée de Pointe-Noire, veut devenir réalisatrice et David, truquiste en images vidéo. Donc on touche beaucoup aux caméras ou encore à la lumière comme les projecteurs ou encore les tables de contrôle pour les projecteurs.
Et c'est vraiment super intéressant. En plus, c'est le BTS audiovisuel à Pointe-Noire, c'est quelque chose qui est très nouveau. Ça fait que 3 ans qu'il existe. On a du matériel extrêmement neuf. C'est une filière où on est amené surtout à faire de la maintenance et à tout ce qui est régie, télévision surtout. Donc tous les équipements de la régie, les connaître, les maîtriser et savoir comment les utiliser. Une filière audiovisuelle équipée de 800 000 € de matériel technologique hautement sophistiqué. L'installation d'un plateau télévisé a permis aux invités de repartir avec l'enregistrement de leur passage. Une opération séduction pour ce BTS qui comporte plusieurs options. Donc il y a les métiers du son, les métiers de l'image, les métiers de gestion de production, les métiers de post-production et montage et les métiers d'exploitation, d'ingénierie et d'exploitation. Les étudiants qui viennent dans cette option-là apprennent à filmer, à monter, à faire des prises de son, à faire de la lumière. Sur le plateau d'incrustation, certains ont pu s'exercer à la présentation de la météo et voir d'autres effets spéciaux. On est sur le plateau d'incrustation qui sert à la fois pour tous les corps de métier pratiquement, puisqu'il y a la lumière qui est faite par les images. Les exploitants ont fait l'installation. Et les sondiers font la prise de son lorsqu'on fait des courts-métrages. Le vert, c'est une couleur qui est peu portée, donc ça nous sert de couleur de référence pour faire du transparent. C'est-à-dire que tout ce qui est en vert à l'image ressort transparent dans l'ordinateur. Le lycée de Pointe-Noire est le premier à innover en mettant en place un atelier drone. L'atelier drone, c'est l'atelier des élèves de BTS qui vont avoir la certification pour piloter le drone dans le cadre de leur métier d'audiovisuel. Et ça, c'est une innovation qui n'existe pas ailleurs. Donc, ce n'est pas l'excellence qui manque à Pointe-Noire. Ce qui manque, c'est que Pointe-Noire soit connue. Le BTS des métiers de l'audiovisuel, c'est un taux de réussite de 70%, toute option confondue, avec la garantie d'un débouché sur un emploi dans ce secteur d'activité pour les élèves. Et un autre établissement scolaire ouvrait ses portes au grand public aujourd'hui. Il s'agit du lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny de Bémao. Cette fois pour célébrer les 30 ans de son bac professionnel. Karen Diama était sur place. Créé en 1985, le baccalauréat professionnel fête aujourd'hui ses 30 ans. Et c'est au lycée Saint-Joseph de Cluny qu'il aura soufflé sa bougie lors d'une journée porte ouverte. La première intention, c'est de faire connaître notre lycée professionnel, qui est un petit lycée à taille humaine, 125 élèves, avec une équipe dynamique. Et voilà la preuve que cette manifestation, très belle manifestation, qui a été organisée par les enseignants. Et aussi pour montrer que le bac pro, il doit continuer à exister. Parce que c'est une façon aussi de sauver beaucoup d'enfants qui sont en échec au niveau de l'enseignement général. Et c'est important de continuer à le faire vivre. Pour pérenniser cette formation professionnelle, 4 disciplines sont dispensées par l'établissement. C'est l'occasion pour nous de présenter nos différentes filières, à savoir l'accompagnement, le soin, le service à la personne, que nous avons ouvert cette année, en septembre, avec une filière de 16 élèves. Nous avons également la filière commerce et la filière gestion-administration. Et nous avons bien sûr la 3e prépa pro que nous avons depuis quelques années au lycée. Au-delà de présenter notre établissement, nous avons un objectif pédagogique puisque chaque filière s'est pleinement impliquée dans l'organisation de son stand. La filière commerce qui a organisé son magasin pédagogique, ses animations pédagogiques, ses animations commerciales. La filière ASSP qui, les élèves sont en atelier, donc aujourd'hui ils réalisent des crêpes. Donc l'objectif effectivement reste aussi pédagogique. Et la filière gestion-administration, puisque ce sont ces jeunes qui ont complètement pris en charge l'organisation de la manifestation. Et parmi ces élèves impliqués, Anne-Laure, étudiante en gestion administrative. Il y a des élèves qui ne connaissent pas, donc ils voient par exemple la filière gestion-administration, commerce, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Du coup, ils apprennent plus en profondeur au lieu de regarder sur des journaux ou c'est vague. Et là, ils peuvent poser leurs questions et enrichir leurs connaissances. Ça me permet de partager mon expérience avec eux, mais aussi leur faire connaître ce que moi j'apprends et où ça peut m'emmener, où ça m'a emmené la filière où je suis actuellement. Avec plus d'une centaine de visiteurs à sa journée porte ouverte,
Le lycée Saint-Joseph de Cluny aura dignement fêté les 30 ans du baccalauréat professionnel et aura réussi le pari de faire connaître l'établissement. Dans un instant, le phénomène Amiralty. L'artiste mettra le feu demain soir et samedi soir sur la scène de l'archipel à Basse-Terre. Il est notre invité. Et puis elle aussi marque l'histoire culinaire de notre région. Les cuisinières de la Guadeloupe fêtent leur 100e anniversaire. Un événement qui s'annonce coloré et festif. 8% des enfants de moins de 7 ans posséderaient un support numérique en France. En moyenne, ils y passeraient plus de 3 heures par semaine, selon une étude Ipsos. Si cela donne un moment de répit aux parents, passer trop de temps devant les écrans peut être dangereux pour les enfants de moins de 3 ans. Alune Courcy, d'ATV Martinique. Chad a 2 ans. La tablette, il y a droit une demi-heure par jour pour regarder des contes en allemand. Pour sa maman, c'est un moyen de se divertir en s'instruisant, à condition de contrôler en permanence les contenus visionnés. Ça reste toujours des contes inanimés, principalement en allemand. Bon, des fois ça part sur de l'anglais puisque c'est systématiquement proposé. Et je lui ai enregistré donc des chaînes YouTube qui lui permettent en fait de rester dans un cadre bien précis. Donc je sais exactement ce qu'il regarde, en sachant qu'il n'a le droit de le regarder que en notre présence. Langsam, super, stop. Le reste du temps, cette maman essaye au maximum d'occuper autrement son petit bonhomme, notamment en le faisant participer à la préparation du repas. Mais quand les tâches quotidiennes ne conviennent plus à un enfant en bas âge, la tentation de lui laisser la tablette peut se faire ressentir. Je dois préparer le repas, je suis enseignante, j'ai mes préparations à faire. Son papa est amené à rentrer tard par rapport à ses fonctions. Donc il est vrai que des fois, je lui autorise un petit peu plus la tablette que sur l'aspect pédagogique. Difficile aujourd'hui pour les parents de faire abstraction de ces écrans omniprésents dans notre quotidien. Mais à un âge où les premières sensations sont essentielles, l'utilisation de ces supports peut perturber le développement de l'apprentissage. Un des écueils de la télé, c'est d'apporter des images brutes sans que l'enfant ne puisse faire appel ni au toucher, ni au goût, ni à cette relation qui est celle qui le fait grandir. En plus des risques liés au développement psychique, les écrans exposent les petits à d'autres dangers. On a aussi la luminosité de la télé qui peut être dangereuse pour une rétine de petit. Elle est dangereuse parce que les images souvent leur apparaissent comme très violentes puisqu'ils n'arrivent pas à les analyser et les images défilent très vite. Troisième impact, ce sont les ondes physiques électromagnétiques dont on découvre de plus en plus qu'elles ont une action d'échauffement, une action thermique sur les cellules du cerveau et une action non thermique en termes de désorganisation électrique du cerveau, c'est-à-dire que les synapses se développent mal, l'électrification du cerveau se développe mal, surtout les 6 premières années. Le message des professionnels de l'enfance est donc clair, les écrans numériques doivent être interdits aux enfants de moins de 3 ans. En Guyane, une association d'aide aux jeunes travailleurs a eu l'idée de mettre en place un atelier d'initiation au métier du cinéma. Une dizaine de jeunes en situation difficile ont ainsi pu réaliser leur propre court-métrage, l'occasion d'ouvrir le champ des possibles. Le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. Laetitia marche en ville lorsqu'un voleur lui arrache violemment son sac à main et s'enfuit avec. Cette scène est une séquence d'un court-métrage imaginé et réalisé par des membres de l'association d'aide aux jeunes. Le rôle principal est joué par Kenny. C'est la première fois qu'il se retrouve en face des caméras, un rôle qu'il apprécie, mais pour lui, le plus important, c'est le message véhiculé. En fait, c'est parti d'une idée toute bête. En fait, ça a commencé. On se disait qu'on voulait parler de la street, de ce qui se passait dans la rue et tout. Donc on a eu l'idée de un braquage qui au final, la personne qui est braquée, au final, c'est elle qui aide le braqueur à la fin. Dans un sens, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs leçons à retenir, notamment le fait que certains voleurs ne volent pas juste pour le plaisir de voler, mais par nécessité. Et aussi de braquer, c'est pas bien parce qu'on ne sait pas demain qui peut nous aider. Ce court-métrage a pour but de sensibiliser sur les problèmes de violence, de braquage, d'alcool ou encore de drogue. Cet atelier court-métrage, c'est dans le but de sensibiliser les jeunes face aux dangers qu'il y a dans la violence et aussi et dans la délinquance de toutes sortes en Guyane. Et c'est pour ça qu'on a mis sous pied ces courts-métrages-là. Donc le premier jour, on a fait
On a fait une journée de sensibilisation aux problématiques des addictions et des violences. Avec les jeunes, on a choisi les thèmes sur lesquels on allait travailler dans le film. Et à partir de là, c'était clair pour eux. Ils ont commencé à s'investir dans le projet et à être vraiment intéressés. Donc ça roulait. Après l'écriture et le tournage, demain, ils s'attaqueront au montage. Dans 15 jours, le film sera projeté. Dans 15 jours aura lieu le premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe. L'équipe de France de tennis, dont fait partie le tennisman Gaël Monfils, devrait arriver dans quelques jours. Le vélodrome de Gourdeliane de Bémaou, lui, termine sa métamorphose. Le point sur ces grands changements avec Yvan Lemar. À moins d'une semaine avant l'arrivée de l'équipe de France, les bâtiments et les vestiaires sont en cours d'achèvement et le cours central est bien avancé. Donc les tribunes sont faites. Ensuite, on a le terrain qui est en cours de réalisation. Donc, on avait fait la plateforme sportive. Aujourd'hui, on a mis ce qu'on appelle la terre battue, qui est en fait du calcaire. Ensuite, il nous reste à la stabiliser. Et ensuite, à mettre le rouge, donc la brique. Après, on a tous les aménagements périphériques qui sont les éclairages. Et donc là, on est en train de les faire. Les poteaux ont été mis et on doit encore mettre les spots pour éclairer. On a les échafaudages pour les écrans, pour le score. On a toutes les lignes ADSL qui nous permettront d'envoyer le score, d'envoyer les vidéos. On a toute la partie électrique qui tourne autour du cours. On a encore des petites choses à faire. Les travaux des cours d'entraînement sont aussi bien engagés. Les cours d'entraînement sont au même stade que le cours central, c'est-à-dire que la première base a été faite. Ils existent physiquement avec donc du calcaire. Maintenant, il faut les rouler. Il faut ensuite mettre la brique pilée, donc ce qu'on appelle le rouge. Ensuite, il faut mettre les filets. Et aujourd'hui, on est en train de mettre les clôtures. Pour ces prochains jours, les priorités seront axées sur la finalisation du cours central. Là, on est obligé de temporiser, comme il pleut relativement beaucoup. On est obligé d'attendre que le cours sèche pour pouvoir le retravailler. Donc, je pense qu'on va perdre une journée, ce qui n'est pas grave parce que tout se passe bien. Donc on a à finir le cours central. Donc ensuite mettre les lignes et ensuite on a finir les éclairages et finir tout ce qui va autour, tous les équipements pour les joueurs, toute la panoptique, etc. Donc on a, encore une fois, beaucoup de travail. Un test d'éclairage est prévu dans 4 jours. Le terrain du cours central devrait être livré mardi prochain. Bête de scène, il a bien l'intention d'enflammer la scène de l'archipel de Basse-Terre demain soir. Amiralty, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai raison, hein, vous allez enflammer la scène de l'archipel demain soir et samedi. Il faut préparer, faut appeler les pompiers alors. Ça fait des années que vous êtes sur scène, que vous avez cette réputation d'être un showman. Comment vous expliquez cet engouement pour Amiralty, que ce soit en Guadeloupe, en France, à l'Olympia? Les gens viennent, ils vous suivent et ils sont des milliers à venir. Ben, je pense déjà, j'ai commencé par la scène, donc je pense que la scène y est pour beaucoup. Quand je monte sur scène, j'essaie de me donner au maximum. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ben c'est très simple, hein. Moi je me donne au maximum, c'est tout. Moi je me dis que quand je monte sur scène, je fais comme si c'était ma dernière scène. Et donc je pense qu'il y a ça déjà, parce que les gens ils savent que quand je fais des spectacles, c'est toujours des spectacles de qualité et qui peuvent venir me voir sans avoir à réfléchir. Il y a ça, et puis je pense que aussi les gens ils me connaissent. J'ai commencé la musique très tôt, dès l'âge de 13 ans, et donc les gens au-delà même au-delà de l'artiste, ils connaissent aussi l'homme. Ils ont grandi avec moi, voilà. Ils m'ont vu grandir, et donc je pense qu'il y a ça aussi. Les gens savent que je suis quelqu'un, voilà, ils savent que je suis quelqu'un de simple, et je pense que ça compte pour beaucoup. Amiralty, on écoute l'une de vos dernières chansons, En café les bails, tout de suite, un court extrait. Si pieds sous terre, qui moun que songe vont Che Guevara. La vie la coûte moins simple. Donc tous les jours, moi, café des bouillards. Mon monde pas connaît demain, General Crew. Tous les jours, bon Dieu fait jouer après. Comme qu'a pleuré, et puis non qu'a souffert. Donc, moi, qu'a fait ça, moi, n'y a fait. Pour la famille, manger, y a fait. On a fait les bails. On a fait les bails. On a fait, aïe, oh. On a fait les bails. Levez tout petit, si que
ghetto Guada City. Fait des bouillards pour survivre, pain et confiti. C'est ça qui dit certains midi. Extraterrestres qu'on iti. Aïe l'école professeur pas ni pour pitié. Stigmatisé moi y'a pitié. Iti, ouais c'est mon ghetto, moi péké y'a loin. Donc pas la peine fin l'école de titi. Donc moi quand j'avais tous les jours faire rentrer nos ailes. Moi sois des petits mouns à moi, Voilà, c'était un court extrait de En café les bails. Cette chanson, c'est un hommage à la Guadeloupe qui galère. Je dirais pas la Guadeloupe qui galère. En fait, cette chanson-là, c'est un peu mon histoire, en fait. Hein. Puisqu'en fait, c'est vrai que on est souvent, les jeunes, on est souvent par rapport à notre style. On voit beaucoup de jeunes qui ont des tatouages, qui portent des locks. Et c'est vrai que des fois, quand on voit des jeunes avec ce style-là, on est jugé souvent sur notre apparence. Et en fait, il y a beaucoup plus de jeunes qu'on ne le pense qui sont positifs, qui sont engagés dans la vie de tous les jours, qui veulent s'en sortir, qui sont motivés et qui travaillent aussi. C'est très important. Et donc, en fait, c'est ce dont je parle dans ce titre-là. En fait, en café les bails, c'est-à-dire que je fais ce que je dois faire pour m'en sortir, mais de manière positive. Et donc, c'est cela. En fait, c'est un hommage à tous ces jeunes qui se battent tous les jours, qui se réveillent tous les jours pour s'en sortir. Je pense à tous ces jeunes qui font partie qui sont engagés dans le milieu associatif. Tous ces jeunes que j'ai vus à la régie. Et donc voilà quoi. Donc c'est un peu parce que souvent quand on parle des jeunes en Guadeloupe, on parle beaucoup de violence, etc. Mais on oublie que ça c'est quoi? C'est 5%. Mais tout le reste, il faut les mettre en avant. Et donc moi, c'est avec ce genre de titre, c'est justement pour mettre en avant ces jeunes qui se donnent les moyens. En fait. Et justement, quel regard portez-vous sur cette jeunesse qui se perd, qui s'égare? C'est 5%. Je pense que même ces 5%-là, il y a une manière de les aborder, parce que comme j'ai pour habitude de dire, c'est-à-dire pas n'importe qui monde qui fait voyou, qui fait méchant, qui fait donc, c'est à un moment donné dans leur vie, il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, ou bien ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas. Donc, je pense que tous ces jeunes-là sont rattrapables et il faut pas les laisser de côté. Donc, c'est vrai que je parlais d'acteurs jeunesse tout à l'heure. Je travaille beaucoup avec les acteurs jeunesse. Vous avez également une association, voilà, Face à Pays là. Qui s'appelle Face à Pays là, exactement. Qui le but, l'objet même de cette association, c'est l'entraide. Quand on dit en créole, c'est au lieu où on a poisson là, c'est bail qu'on pêche là pour aider, mais pour lui-même en sortir de lui-même. Et donc l'association, c'est ça. Et donc on travaille beaucoup avec les acteurs jeunesse. Et donc voilà, donc je profite pour les saluer. Alors demain soir, qu'est-ce qu'il y aura au niveau du concert? Il y a des surprises? Qu'est-ce qui attend le public? Il y a toujours des surprises. Quand je fais des spectacles, il y a toujours des surprises. Bien sûr. Là, c'est deux spectacles que je vais présenter, c'est-à-dire vendredi et samedi, 2 soirs. Donc les musiciens sont arrivés. Il y aura des artistes invités. Il y aura Diana, jeune artiste qui débute. Il y aura mes musiciens, mes choristes, mes danseurs. Donc, il y aura de l'ambiance, quoi. Merci, Amiralty, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On écoute à nouveau un extrait du morceau. Tous les jours, bon Dieu fait jour, moi qu'a fait. Faut me pleurer, et puis non, qu'a souffert. Donc, moi qu'a fait ça, moi n'y a fait. Pour la famille, manger, y a fait. Pas qu'a fait les bails, pas qu'a fait les bails. Aïe, oh, aïe, chercher comme la laïe. Elle veille sur les traditions culinaires de la Guadeloupe comme des gardiennes. Les cuisinières de la Guadeloupe fêtent leurs 100 ans cette année et elles invitent demain soir le public à découvrir une exposition au centre Remena Souta de Pointe-à-Pitre, un événement qui donnera le coup d'envoi à une série de manifestations pour célébrer cet anniversaire. Nathalie Dinan, Patrick Curie. C'est Nous par l'histoire, le 14 juillet 1916, place Camille Desmoulins. Suite à la détresse d'une bonne amadame terrassée de douleur et confrontée à des difficultés financières. Donc on commence par le deuil, parce que cette association a été créée à partir d'un deuil. Donc la solidarité et ce qu'on appelle la solidarité, l'unité, l'amour, tout ça a fait masse derrière une femme pour l'enterrement de son mari.
Et ces bonnes à madame créent la Société de secours mutuel des cuisinières, communément appelée le Cuistot Mutuel. Dès le 14 juillet 1916, ces femmes de caractère deviennent les gardiennes de notre patrimoine culinaire et vestimentaire. Nous avons voulu retracer les 100 ans de notre association. Au départ, c'était une association Cuistot Mutuel et aujourd'hui association des cuisinières. Donc on a voulu laisser à nos enfants, à la jeunesse, cet esprit de solidarité, cette richesse patrimoniale. Les fondatrices, Mesdames Rousseau, Elmire Dubourg, Salomon et Amandia, les présidentes, Léonie Mélas, Violetta Chaville, Exilie Lacrosse-Varieux, Viviane Madacombe, Nettie Fogéa, Mérita Félix et Oméa Marie Lancrereau. Du Cuistot Mutuel à l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe, elles ont réussi l'exploit de maintenir cette corporation. Difficile d'en arriver là? Difficile, oui et non. Oui et non, mais bon, naturellement, il y a des hauts et des bas dans tout. Hein. Donc nous avons eu des années fastes et nous avons des années moins fastes et ça repart de plus belle à chaque fois. Hein. Une ribambelle de femmes de caractère qui cachent sous leurs multiples jupons des hommes dévoués. Sans les hommes, on ne pouvait rien faire. Parce que déjà, dès la création, chaque présidente, chaque femme était accompagnée d'un administrateur. Parce que vous devez savoir que les femmes, bonnes à madame, n'avaient pas d'instruction. Ils ne pouvaient pas tout manager. Il y a eu des hommes qui accompagnaient chaque présidente dans leur démarche. Chaque année, autour du 10 août, les cuisinières fêtent leur saint patron, Laurent, diacre brûlé sur le grill pour avoir refusé de céder les trésors de l'église à l'État. Leur tablier en est le symbole. Cette exposition marque le début des manifestations qui vont ponctuer ce 100e anniversaire. Et cette exposition itinérante sera visible à Marie-Galante et à Basse-Terre au mois d'avril. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais tout de suite, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Brexit or not Brexit, les dirigeants européens vont tenter d'arracher un compromis d'ici vendredi à Bruxelles pour garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et que prévoit le projet de réforme du travail? La ministre Myriam El Khomri présentera son projet le 9 mars prochain en Conseil des ministres et en avril à l'Assemblée nationale. Le ton monte entre le pape François et Donald Trump. Le souverain pontife avait affirmé que le milliardaire ne pouvait se revendiquer comme chrétien en raison de ses positions sur l'immigration. C'est un moment crucial pour l'avenir des relations entre Londres et l'Europe continentale qui s'est ouvert ce soir à Bruxelles. Jusqu'à vendredi, les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont tenter d'arracher et de retenir le Royaume-Uni en Europe. Quelles seraient les conséquences d'une sortie du Royaume-Uni en Union européenne? Le reportage de nos confrères de BFM. En France, comme du côté des institutions européennes, personne ne semble vouloir envisager une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Aux yeux des spécialistes, tout le monde aurait à y perdre, car cette sortie ouvrirait la voie à une longue période d'incertitude. Il y aura au moins 2 ans de négociations pour essayer de définir le détail des conditions de sortie. Et donc ça veut dire beaucoup d'incertitudes pour les investisseurs, pour les citoyens britanniques, pour les Européens ou les investisseurs internationaux qui veulent investir au Royaume-Uni, parce qu'ils ne sauront plus exactement à quel sein juridique se vouer. Certains analystes estiment que toute l'économie britannique serait déstabilisée. Les industries qui seraient le plus touchées sont celles qui exportent principalement vers l'Union européenne. 50% des exports du Royaume-Uni sont destinés à l'UE. Donc on pourrait voir des domaines comme l'industrie manufacturière être touchés par ça. Des entreprises plus grosses ont également beaucoup de chances d'être affectées par un Brexit parce qu'elles font plus souvent des affaires avec l'Europe et dépendent de la main-d'œuvre provenant d'Europe. Donc elles seraient touchées par les modifications des lois sur l'immigration européenne. La banque américaine Goldman Sachs prévoit même qu'une sortie de l'Union européenne mettrait en danger l'avenir de Londres comme grande capitale financière mondiale. Mais la France et l'Union européenne n'en sortiront pas indemnes. D'autres pays pourraient être tentés de suivre l'exemple du Royaume-Uni. Quant à la France, elle perdrait un allié de poids dans les grands dossiers internationaux. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, prépare une petite révolution avec la réforme du droit du travail. La durée du temps de travail qui est bloquée à 35 heures pourra être reportée à 46 heures si besoin, sans que le salarié n'ait son mot à dire. Le point sur ce projet avec nos confrères de BFM.
La durée de travail, officiellement elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra si besoin la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. Autre nouveauté, elle concerne l'adoption des accords d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont appliqués seulement si les syndicats l'approuvent, à condition qu'ils représentent 30% des salariés. Le texte propose de relever le seuil à 50%. En cas d'échec, un référendum sera organisé dans l'entreprise. Enfin, en cas de licenciement abusif, la réforme ne permet plus au juge de déterminer librement le montant des indemnités. Ce sera un barème fixe. 3 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 2 ans, jusqu'à 15 mois de salaire maximum pour une ancienneté d'au moins 20 ans, contre 30 mois en moyenne actuellement. Myriam El Khomri a prévenu, elle n'exclut pas le passage en force de son projet de loi en ayant recours au 49.3. Et le ton monte entre le pape François et Donald Trump. Le souverain pontife a affirmé que le milliardaire ne pouvait se revendiquer comme chrétien en raison de ses positions sur l'immigration, une position qui n'a pas plu à Donald Trump. Une personne qui ne pense qu'à ériger des murs, encore et encore, et jamais à construire des ponts, n'est pas un chrétien. Je ne donnerai pas de consigne de vote. Je ne voudrais pas me mêler de ça. Ce que je dis, c'est que cet homme n'est pas chrétien s'il tient de tels propos. Le pape a dit « Donald Trump n'est pas une bonne personne ». Donald Trump est une très bonne personne et un très bon chrétien. Aucun responsable, en particulier religieux, ne devrait avoir le droit de remettre en question la foi de quelqu'un, surtout sur la base d'informations tronquées. Le gouvernement mexicain a utilisé le pape comme un pion. Il devrait avoir honte. Merci d'avoir tourné avec nous les pages de l'actualité régionale et internationale de ce jeudi 18 février. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.